Il faut aimer le pays. Quittez les groupes armés. Quittez les groupes armés, vous là. Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs les participants, pour gagner un peu de temps, nous faisons directement la lecture de notre rapport, le rapport de votre commission intitulé Maintien de l'état de siège. L'option hautement stratégique et politique de la mesure de l'état de siège a été motivée par l'impératif de restaurer la paix de manière définitive et l'autorité de l'État dans une zone de pays non-État. Compte tenu des contextes sécuritaires actuels dans les deux provinces aux états de siège, avec l'expansion de la zone d'influence des terroristes, ADEF, MTM, couplé à l'activisme des groupes armés locaux, Codeco, Zaïre, EPIC et tant d'autres, on en vit avec l'agression du Rwanda, couvert sous M23, l'urgence serait de maintenir les dispositifs et la posture stratégique de l'état de siège. L'État doit plutôt doubler et reconcentrer la pression sur l'ennemi en vue de rétablir la paix, de restaurer l'autorité de l'État et de sécuriser durablement les populations. La Commission a développé un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'opportunité de maintenir l'état de siège dans les provinces de Ituri et du Nord Kivu. Ce point a été abordé par deux approches. La première a consisté à développer un argumentaire à même de justifier le maintien de l'état de siège au regard de l'évolution actuelle du contexte sécuritaire, politique, social et économique. Cette approche est développée à partir de la question suivante. Est-ce que, en date de ce jour, les conditions ayant justifié la proclamation de l'état de siège dans les provinces concernées ont-elles évolué favorablement, oui ou non? La réponse est simple. Les conditions qui ont prévalu à l'instauration de l'état de siège demeurent à ce jour. La deuxième approche a consisté à formuler des recommandations en rapport avec des points intégrants l'argumentaire. Dans ce sens, les participants à la commission maintien de l'état de siège ont tenu à épingler deux points. 1. Le rôle des acteurs politiques, économiques et sociaux dans les efforts de pacification des provinces concernées. 2. La stratégie et la politique d'amélioration des conditions socio-économiques et humanitaires des populations locales. Ainsi, votre commission maintien de l'état de siège a donné une justification à ce maintien en ces termes. L'état de siège doit être maintenu au regard des facteurs suivants. Les conditions qui ont justifié en son temps l'état de siège persiste jusqu'à ce jour. Les caractères asymétriques de la guerre
la porosité de nos frontières, ainsi que la présence de groupes et armées étrangères requièrent plutôt assez de temps pour obtenir les dividendes de l'action militaire multidimensionnelle. 3. L'état de siège doit être maintenu au regard des avancées constatées notamment dans l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées. La réduction de la fraude minière et douanière transfrontalière. Réduction des tensions intercommunautaires ainsi que la stabilité de l'administration. 4. Les efforts observés dans la résolution des conflits intra- et intercommunautaires grâce à la neutralité de la gouvernance de l'État qui est en faveur du maintien de l'État de siège. 5. Le maintien de l'État de siège est de nature à impacter positivement sur l'état d'esprit de nos troupes en ce moment où l'ennemi extérieur se renforce sur le terrain avec les ambitions de balkaniser les Congo. 6. Sixième argument, le renforcement des unités par de nouvelles troupes, une logistique conséquente ainsi que l'appui des partenaires militaires plus fiables peuvent renforcer l'état de siège. 7. L'état de siège a permis la réduction des conflits coutumiers. De l'instabilité des institutions provinciales. L'état de siège est venu mettre fin aux rivalités entre leaders politiques sur base la stabilisation des institutions provinciales. 8. L'état de siège a permis de limiter les courages des recettes. Il profitait aux pays voisins. L'état de siège neuf, l'état de siège a contribué dans son volet justice militaire à restaurer l'autorité de l'État et dans son volet exécutif, la construction et la réhabilitation des infrastructures publiques, assurer la prise en charge effective et qualitative des agents et des services de l'État. Ainsi formulés, ces arguments nous ont amené, nous, votre commission, à faire les recommandations suivantes. Première recommandation, maintenir l'état de siège jusqu'à la fin. Renforcer la coordination des opérations au sein de notre armée et avec des partenaires régionaux fiables. 7. Intensifier le processus de recrutement pour augmenter les effectifs dans l'armée et la police nationale congolaise. 8. Rationaliser les mécanismes d'affectation, d'acheminement et de gestion des fonds et des matériels liés à l'état de siège grâce à la fiabilité, traçabilité, rélévabilité et le contrôle. 9. Clarifier la responsabilité du ministère de la Défense, responsable de la mise en condition et de la mise en œuvre
le commandement des opérations au niveau stratégique, opérationnel et tactique, conformément à l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. 10. Prendre des mesures opérationnelles préventives spécifiques pour les sites Kivu, Haute-Vélé et Basse-Vélé parce que nous avons considéré que ce sont des zones d'intérêt des groupes armés. 11e recommandation, relever les unités de force de défense et des unités longtemps déployées dans les théâtres des opérations dans la partie est de la RDC. 12. Identifier tous les tireurs de ficelle identifier tous les tireurs de ficelle et les mettre hors d'état de nuire. 13. Mettre en place une combination dans les provinces concernées chargées de développer des actions de renforcement des capacités et de réadaptation des personnes vivant avec handicap victimes de la violence armée. 14. Disponibiliser l'aide humanitaire aux autorités de l'État du siège en vue de la prise en charge effective des personnes déplacées de leur milieu d'origine et restaurer la paix le plus vite possible afin de faciliter leur retour. 15. Mettre en place des outils d'encadrement de la population. Sensibilisation et conseil armée de la défense. 3. Opérationnaliser le PDDR-RCS. 4. Doter l'armée des services de sécurité des moyens opérationnels et matériels adéquats. 5. Les pays, vous n'aimez pas les pays, vous là. Il faut aimer les pays. Quittez les groupes armés. Quittez les groupes armés, vous là. La progression est vous avez bien l'emploi. Je suis de l'Ituri. La destruction des infrastructures socio-économiques de base. Excellence du gouvernement, honorables députés nationaux et provinciaux, sénateurs, estimés participants à cette assise. Ceci est le rapport de la Commission de qualification de l'état de siège. Introduction. Dans le cadre des travaux de la table ronde de l'état de siège détectée dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, 3 commissions avaient été constituées, notamment le maintien, la requalification et la levée de l'état de siège. Le présent rapport fait la synthèse des discussions qui ont émergé dans la commission de requalification de l'état de siège. Du déroulement des travaux. A. La composition du bureau. Il a été désigné consensuellement l'honorable Piloton Lourdevois, votre serviteur, comme modérateur, assisté par M. Maouné Wanyambert, expert de la présidence. Honorable Adjarouba Danadiek Samuel, rapporteur. De la méthodologie du travail. Sous la modération du président, votre commission a d'abord procédé à la lecture des termes de référence de cette assise, ensuite un éclairage relatif aux travaux préparatoires de l'état de rente de l'état de siège par le professeur Jacques Nzoli. Enfin, la parole a été accordée tour à tour aux membres de la plénière pour avis et argumentation. C. Du débat sur l'option relative à la requalification de l'état de siège. Une divergence des vues est apparue pendant le débat sur la nécessité ou non de redimensionnement de l'état de siège. Prenons en compte la recommandation du chef de l'État dans son discours d'ouverture, c'est de prendre la mesure, la vraie, de la situation tout en appelant au sens élevé des responsabilités, car il en va de la survie de la nation tout entière,
les participants ont jugé utile de confronter les différentes propositions contenues dans le terme de référence à la légalité, à la légitimité et à l'évidence des faits sur le terrain. Du redimensionnement constitutionnel et juridique. La majorité des participants a constaté après analyse que l'état de siège n'est pas encore encadré par une loi, comme le veut la Constitution, en son article 85, alinéa 3. Par conséquent, le redimensionnement d'une mesure dont les contours n'ont jamais été définis légalement devient synonyme de navigation à vue pouvant conduire à la dérive. Du redimensionnement stratégique et opérationnel, voire tactique. De l'appréciation des participants, cette recommandation a bénéficié du soutien de la majorité à condition que sa mise en œuvre rentre dans le cadre strict des missions régaliennes de l'armée, indépendamment de tout régime exceptionnel. Du redimensionnement spatial. Cette approche ne paraît pas pratique dans la mesure où les faiblesses décriées au sujet de l'état de siège sont également valables dans les entités inférieures aux provinces, étant donné que ce régime spécial est en vigueur juste dans les territoires, les villes et les communes. Du redimensionnement politico-administratif organique. La population étant déjà hostile et fatiguée par l'état de siège, du redimensionnement politico-administratif organique. La population étant déjà hostile et fatiguée par l'état de siège, elle n'est plus disposée à accueillir un régime similaire. Recommandation. Au regard des considérations légales, politiques et sociales, recommandations suivantes ont été formulées. La majorité des membres de la commission a relevé la difficulté sur le plan juridique de l'option relative à la requalification de l'état de siège au regard des enjeux de l'heure. Votre commission recommande le renforcement des effectifs militaires et policiers, le renforcement de la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité par la dotation d'une logistique adéquate, l'amélioration des conditions sociales des militaires, l'unification du commandement des opérations dans chaque province. Le présent rapport a été adopté après vote par 38 voix pour, 4 contre et 2 abstentions. Le tapis sur ça, le 15 août 2023, le rapporteur honorable Adjaroua Jaradiek Samuel, le modérateur honorable Pirotongo Grégoire. Je vous remercie. Le président et le rapporteur de la commission qui a examiné le maintien de l'état de siège. Avec votre autorisation, Excellence. Découragement des opérateurs agricoles par des attaques récurrentes pendant la période de récolte qui contribue non seulement à la baisse sensible de la production agricole, l'augmentation de l'insécurité alimentaire sur toute l'étendue de la province, avec des effets collatéraux dans les provinces environnantes. L'entrepreneuriat n'en est pas épargné. 15.
l'impunité des officiers impliqués dans les détournements de fonds et de biens militaires et suspectés de collaboration avec l'ennemi. 16. La faiblesse des effectifs militaires et policiers. 17. Les équipements inadéquats et une faible logistique pour imposer la paix face à la progression exponentielle des adeptes NALU et bien 23. 18. Une faible prise en charge des militaires engagés sur les différentes lignes de front. 19. La cohabitation entre militaires et civils dans la cité entraînant une complicité négative, des violations des droits par les militaires et l'affaiblissement de l'armée. 20. Les chevauchements et ou l'ambiguïté dans la gestion des opérations ordinaires et celle de la mutualisation des forces entre les FARDC et l'armée anglaise. 21. L'augmentation des sites, du nombre de déplacés de guerre sans assistance et des enfants de la rue face à l'incapacité des autorités de l'état de siège à assurer globalement la protection du groupe. Merci pour la parole. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers participants et distingués invités, la commission chargée d'examiner la thématique levé état de siège, telle qu'orientée par le secrétariat exécutif de ces assises, s'est réunie dans la salle de spectacle du Palais du Peuple afin de se livrer à l'exercice lui conféré dans la mission lui conférée. Cette commission, dont la liste se trouve sans doute en annexe, a bénéficié de la facilitation de l'expert venu de la présidence et délégué par le secrétariat exécutif à la personne de M. André Lobo Kouete. La commission a d'abord procédé à la mise en place de son bureau, composé de votre serviteur Fabrice Candelon, qui vous parle, président et modérateur, M. Placide Zalima, vice-président et co-modérateur, M. Honorable Prince Kaindi, rapporteur, et Mme Nema Samou, rapporteur adjoint. Nous avons bénéficié de la documentation venant du secrétariat exécutif, constituée notamment de la Constitution de la République, des termes de référence tels que déjà édités par le comité des travaux préparatoires, ainsi que des deux ordonnances portant respectivement proclamation et mesures d'application de l'état de siège. Suite à une méthodologie efficace et concertée, nous avons procédé à l'examen, à l'amendement des causes de la persistance des conflits armés à l'est de la République. Nous avons ensuite procédé à l'examen et à l'amendement de l'argumentaire à faveur de la levée de l'état de siège. Nous avons enfin procédé à l'examen et à l'amendement des recommandations déjà proposées par le comité chargé des travaux préparatoires en termes de texte martyr. Somme toute, les travaux se sont déroulés dans un climat de sérénité et ont abouti au résultat qui se résume à ces mots: la levée pure et simple de l'état de siège et le retour à la gestion traditionnelle en respectant l'ordre constitutionnel. Le rapport ayant été soumis au vote, si 196 participants, 195 ont voté oui. Aucun participant n'a voté non. Un seul participant s'est abstenu. Sur cette note, j'invite donc le rapporteur de notre commission de nous livrer la teneur
de notre rapport. Excellence, Monsieur le Premier ministre et le chef du gouvernement, c'est avec votre autorisation que je m'en vais présenter le contenu du travail de notre commission, en lien avec l'arrivée de l'état de siège. Je suis honorable Prince Kylian Kamon, député provincial de Nord-Kivu, élu du territoire de Ouattara. Excellence, le groupe thématique levé de l'état de siège a commencé par rappeler les causes principales des conflits armés persistants dans la partie orientale de notre pays, la République démocratique du Congo. Et parmi ces causes, je cite 1. La problématique d'identité et de la nationalité. 2. La problématique des conflits fonciers, de la recherche et de l'occupation des terres. 3. La problématique du leadership et de la recherche du pouvoir coutumier et étatique. 4. La problématique de la recherche de l'hégémonie économique locale ou régionale, du contrôle des réseaux de pillage et d'exploitation illégale des ressources naturelles. 5. La problématique du déficit, de la maîtrise des instruments et de la faillite de l'État en matière de respect de l'autorité, de la maîtrise et de la gestion des flux migratoires, notamment des réfugiés des pays voisins non encadrés, le cas de l'entrée massive des routes rwandais en 1994 et des arrêts des Ougandais, des Somaliens, des Tanzaniens, des Kenyans, voire des Asiatiques dans la province de Nord-Kivu et divers groupes devenus et déplacés internes. 6. Enfin, l'inefficacité structurelle des forces de défense et de sécurité à assurer leur mission régalienne. La Commission estime que ces éléments pourront faire l'objet d'échanges après avoir amendé et validé le travail de la Commission préparatoire. Je m'en vais donc vous présenter l'argumentaire qui avait été développé par la Commission préparatoire et qui a été soumis à l'appréciation de votre commission. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au regard de la complexité des causes, le groupe thématique a estimé que la mesure de l'état de siège ne pourrait constituer une réponse adéquate capable d'éradiquer les causes citées ci-dessous. Il conviendrait, par conséquent, de rechercher des solutions structurelles plus efficaces en vue d'éradiquer ce phénomène. Le groupe thématique a ainsi décliné le tableau argumentaire détaillé de l'impératif de la levée de l'état de siège. 1. L'impératif du respect de la Constitution en ses articles 85 alinéa 1er et 144 articles alinéa 4 qui fixent le caractère exceptionnel et temporaire du régime de l'état de siège qui, d'après ce prescrit, doit demeurer le plus court possible, assorti d'un caractère chirurgical. La prolongation de cette mesure, effectuée plus de 50 fois, frise l'abus et le détournement de l'esprit et la lettre de la Constitution. Je disais que la prolongation de cette mesure, effectuée plus de 50 fois, frise l'abus et le détournement de l'esprit et de la lettre de la Constitution. 2. L'impopularité de la mesure de l'état de siège a créé un fossé entre le gouvernant et le gouverné. 3. L'inefficacité opérationnelle en termes de résultats après plus de 2 ans de l'état de siège provoque au contraire l'amplification de l'insécurité. Alors que nous étions dans un conflit asymétrique interne,
L'état de siège n'a pas empêché l'internationalisation du conflit et sa transformation en conflit impératif. Sa transformation en conflit interétatique d'agression et d'occupation du territoire par une armée étrangère. Et là, je cite le mouvement terroriste Lien 23. La relativité des résultats engrangés par la mutualisation des forces, l'hyper-militarisation inefficace avec la présence des armées étrangères et la multiplication du nombre des groupes armés. 4. L'extension des zones de conflit en Ituri et dans les territoires du Nord Kivu, mais également vers les provinces du Haut-Uélé et de la Tchoko, pourtant non atteintes avant l'état de siège. 5. L'accroissement de la confusion dans la chaîne de commandement des opérations, rendant inopérant l'état de siège, avec l'enchevêtrement de plusieurs instances de commandement, zone de défense, région militaire, gouverneur militaire de province, commandement de forces mutualisées, des forces régionales, ERC, organismes. 6. Le dévoiement et la polarisation des autorités de l'état de siège sur des questions de gestion administrative et financière de routine civile au détriment des priorités sécuritaires et des objectifs opérationnels. 7. L'inefficacité opérationnelle est à la base de l'enlèvement des opérations, risquant ainsi de provoquer des mécontentements populaires. 8. La dégradation de la situation sécuritaire depuis l'instauration de l'état de siège. 9. La dégradation de la relation civilo-militaire rendant hypothétique le succès de l'état de siège, faute d'adhésion et d'appui populaire. 10. Les violations multiples des droits humains, rendant impopulaire l'état de siège, notamment l'accroissement des tueries, des arrestations arbitraires et la détention illicite des défenseurs des droits humains, des incendies de maisons et de véhicules, les pillages des biens et marchandises des populations, la restriction à la liberté de la presse, celle des réunions spécialement dans le contexte électoral actuel, ainsi que l'absence de protection des personnes vulnérables. 11. La justice militaire, instituée pendant l'état de siège, est expéditive contre les populations civiles. Elle ne fait qu'amplifier les sentiments dirigés parmi les populations qui la considèrent comme un système autocratique mis en place pour le réprimer. Cette situation favorise aussi la surpopulation des milieux carcéraux. 12. Immixtion des autorités, de certaines autorités militaires dans l'administration judiciaire et foncière. 13. L'affairisme à outrance. Je disais bien, l'affairisme à outrance constaté dans les chefs de certains officiers des forces armées par l'exploitation des ressources naturelles comme le bois, le cacao, l'or et le commerce transfrontalier. De la République chef de l'État, hier mardi, à l'ouverture de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de Ituri et du Nord Kivu, suivi du discours d'orientation de votre autorité et après d'intenses travaux dans les 3 commissions, nous voici revenus en plénière pour la restitution. Nous inviterons à ce micro le président et le rapporteur de chaque commission pour la restitution et ça se fera de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire
5 minutes pour chaque commission. Après lecture, le président de chaque commission transmettra le rapport de la commission à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Commission 2, c'est celle qui devait faire l'analyse sur l'option réqualification de l'état de siège. Commission 3, c'est celle qui devait réfléchir sur l'option levée de l'état de siège. Immédiatement après le classement des réseaux nationaux et transfrontaliers dans la clause de la contrebande minière. 26. L'accroissement des spoliations des biens de l'État et des privés. J'ai cité l'accroissement des spoliations des biens de l'État et des privés par certains animateurs de l'État de siège. 27. L'indifférence et ou le retard d'intervention des autorités de l'État de siège en cas de dénonciation faite par la population. 28. Implication de certaines autorités militaires de l'État de siège dans les tracasseries et rationnements de population. 29. Désordre criant constaté dans les régies financières occasionnant une instauration des impôts, droits, taxes, redevances et leur recouvrement militarisé en violation de la procédure afférente. 30. Incapacité des autorités militaires à mettre fin aux barrières qui, du reste, se sont multipliées pendant la période de l'état de siège. 31. La période prolongée de gestion exceptionnelle caractérisée par des restrictions de liberté et droits fondamentaux dans la province du Nord Kivu, en l'occurrence, opération Kibia 1 et 2, Sokola 1 et 2, état d'urgence sanitaire avec Ebola et Covid, état de siège, éruption du volcan, impacte négativement la vie socio-économique, environnementale et politique de la province et affecte le développement et l'épanouissement des jeunes et femmes. Je suis pressé à la fin. 32. L'incapacité des autorités de l'état de siège à lutter contre l'infiltration et la porosité des frontières. Cela a entraîné l'occupation des territoires autour, une partie des massifs de l'Iragongo pendant l'état de siège. 33. Enfin, la pérennisation de l'état de siège constitue non seulement une menace contre le bon fonctionnement d'autres provinces non concernées par la mesure, mais aussi elle détourne l'attention du militaire de ses missions. Les solutions de défense et de l'intégrité du territoire national vers des ambitions politiques. La pérennisation de l'état de siège constitue non seulement une menace contre le bon fonctionnement d'autres provinces non concernées par la mesure, mais aussi elle détourne l'attention du militaire de ses missions de défense de l'intégrité du territoire national vers des ambitions politiques. Cela constitue un danger éventuel contre la République. Et pour terminer avec les recommandations, après la revue des causes des conflits et des arguments avancés pour la levée de l'état de siège, le groupe thématique dégage les recommandations suivantes. Votre attention. La première recommandation. Je disais bien la première recommandation de la Commission. La levée immédiate de l'état de siège. Et l'application de la loi sur la libre administration des provinces par la réhabilitation des autorités politiques élues dans les deux provinces de Ituri et du Nord Kivu.
laissée aux forces de défense et de sécurité congolaises, ainsi que les services spécialisés, renforcés, soutenus et équipés, de se concentrer et s'occuper de leurs missions traditionnelles en les épargnant de la gestion politique et de l'administration publique. Car, en effet, les actions militaires qui ont permis dans le passé de résoudre les violences et crises n'ont pas exigé la proclamation de l'état de siège. C'est le cas bienvenue en 2013 avec l'opération Pomme Orange et autre opération Kenya Sokola pour l'imposition de la paix. 3. Créer un cadre de concertation et de suivi permanent pour la paix et la sécurité en province qui sera constitué par les délégués du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, des chefs coutumiers et des forces vives. 4e recommandation, doter le PDDRCS des animateurs crédibles, acceptés par toutes les parties prenantes, et le rendre, c'est-à-dire ce programme, le rendre opérationnel à tous les niveaux dans un temps record. 5e recommandation, renforcer les capacités opérationnelles de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres pour démanteler urgemment les réseaux de trafiquants d'armes et lutter contre les mines et engins explosifs. 6. Déclarer les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu zone sinistrée. Étant donné que les dommages collatéraux liés à la guerre nécessitent une assistance spéciale du gouvernement. 7. Restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire jadis concerné par l'état de siège, notamment dans le territoire de Rutshuru et de Massissi. 9. Procéder à la démilitarisation des sites miniers et mettre en place des mécanismes visant à lutter contre la fraude et la contrebande minière. 9. Évaluer en urgence toutes les opérations militaires menées et les accords de coopération militaire avec les organisations internationales sous-régionales et pays voisins. Promulguer et publier au journal officiel la loi sur la réserve armée de la défense nationale. Et enfin, accorder une mesure de grâce à tous les acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains arrêtés et condamnés pour avoir critiqué accorder une mesure de grâce à tous les acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains arrêtés et condamnés pour avoir critiqué les méfaits de l'état de siège. Honorables députés nationaux et provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement tant national que provincial, Mesdames et Messieurs les délégués, membres de la société civile, de la FEC et des différentes forces vives des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en particulier, mais ici les représentants de toutes nos provinces, la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo étant une question hautement nationale. Bonsoir à tous, chers délégués. Alors, nous voilà arrivés, je veux dire, à la dernière étape du programme qui avait été annoncé hier. Après l'ouverture des travaux
par son Excellence M. le Président de la République, et ensuite la mise en place des commissions selon les thématiques qui avaient été retenues par le comité préparatoire, les termes de référence et les différents éléments remis aux délégués, la désignation des modérateurs et rapporteurs de ces commissions, et finalement la présentation de ces rapports ici ce soir. Mon propos ne sera pas long. Ici, je voudrais simplement mentionner que chaque fois que nous nous adressons à son Excellence M. le Président de la République, nous faisons toujours usage de cette formule consacrée en disant avec tous nos hommages les plus déférents. Cela signifie que tout ce que nous faisons en face de lui doit l'être avec le plus grand respect et surtout avec la plus grande fidélité. Les honorables députés nationaux et provinciaux et ceux qui ont eu l'opportunité d'être avec moi dans les différentes missions de rapport présentées à son Excellence M. le Président de la République ont dû chaque fois remarquer que j'ai toujours insisté sur la fidélité des rapports qui doivent être présentés à son Excellence M. le Président de la République. L'exercice auquel nous venons de nous livrer, c'était pour garantir la fiabilité des rapports qui ont été rédigés au niveau du modérateur et des rapporteurs des différentes commissions. Et je crois, sans me tromper, qu'à l'écoute des différents applaudissements que nous avons eus dans la salle, lorsque nous avons eu les présentations de ces divers rapports, bien que peut-être que pour des points particuliers, cela était plus que d'autres, mais dans tous les cas, ont témoigné de la fidélité, en tout cas rapportée au niveau de chaque commission. Et je vais considérer, à partir de ce moment-là, vos acclamations comme étant des adoptions de ces rapports présentés par ces Ensuite, je vais rappeler que le travail qui est fait ici, et je dois saluer la participation active de tous les délégués à ces travaux. Certes, un échantillon de la République que nous avons ici ce soir dans la salle des congrès du Palais du COP, temple de la démocratie, comme on l'appelle si bien. Échantillon, certes, qui est là, mais qui a une haute responsabilité et une lourde tâche dans l'accompagnement des institutions de la République, à savoir la présidence de la République, le gouvernement et les autres institutions, sur la destinée de cette question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, nous le prenons effectivement avec vous tous, avec tout le sérieux que cela implique. Et donc, ces rapports sont destinés désormais au secrétariat technique qui doit préparer un rapport final qui reprend fidèlement ce qui aura été dit au niveau des différentes commissions, que ce soit au niveau des constats, tout comme au niveau des recommandations. Et cela, bien sûr, à la haute attention de son Excellence M. le Président de la République. Nous aurons fait œuvre utile, bien sûr, d'avoir ces échanges ici en toute liberté, parce qu'il s'agit surtout de démocratie ici et de nos populations, et de leurs voix qui doivent être entendues. Et demain, bien sûr, ce travail de compilation sera finalisé au niveau du secrétariat technique, de manière à ce qu'un rapport précis et fidèle soit transmis à son Excellence M. le Président de la République. Alors pour ce soir, il me soit permis de vous remercier pour le travail ardu que vous avez tous effectué. Vous souhaitez un bon repos et vous dire simplement à demain pour la poursuite et la conclusion de nos travaux. Je vous remercie.
Info 243 au cœur de l'actualité.